d'ouvrir ces divrei Torah et toutes les maisons dans lesquelles on accueille des divrei Torah, alors elles sont imprégnées de bracha. Bezrat Hashem, que ce soit une maison imprégnée de joie et de bracha. Alors, on va essayer d'expliquer le mois de Cheshvan. Le mois de Cheshvan, il est intéressant de remarquer que l'inauguration du troisième Beth Amikdash, le Bnei Issachar. Bnei Issachar, c'est un des grands de la Chassidut, Rabbi Tzvi Hirsch, Shmizi Ditchov. Il a appelé son livre Bnei Issachar parce que son maître, le Chosé Milouvani, qui est un des grands de la Chassidut, lui a révélé qu'il appartenait à la tribu de Issachar. Donc il a décidé d'appeler son livre Bnei Issachar, un livre très célèbre de la Chassidut. Et dans ce livre de Bnei Issachar, il rapporte beaucoup de midrashim sur chaque mois. Et sur le mois de Cheshvan, il rapporte que c'est le mois durant lequel l'inauguration du troisième Beth Amikdash aura lieu. Chodesh Boul, c'est le Chodesh durant lequel l'inauguration du troisième Beth Amikdash. Le premier Beth Amikdash a été inauguré au mois de Tishrei. À tel point, il y avait une tellement grande joie qu'ils n'ont pas jeûné cette année-là, le jour de l'inauguration, le Yom Kippour. Il n'y avait pas de jeûne. Il y avait une telle joie, une telle festivité jusqu'à Sukkot. Donc 7 jours avant Sukkot, et 7 jours de Sukkot. C'était une joie intense. Et la Gemara nous rapporte à quel point ils sont rentrés chez eux, à quel point il y avait de la bracha cette année-là. Le premier Beth Amikdash, donc l'inauguration au mois de Tishrei. Le deuxième Beth Amikdash, l'inauguration de Hanouka, c'est le mois de Kislev. Hanouka, c'est l'inauguration après avoir été profané, donc ils l'ont inauguré. Et l'inauguration du troisième Beth Amikdash, donc c'est Cheshvan. Donc on est dans des mois Tishri, Cheshvan, Kislev, qui évoquent les inaugurations des Beth Amikdashot. On va essayer de voir pourquoi ce mois est-il si propice à l'inauguration du troisième Beth Amikdash. On attend le Mashiach à chaque instant, mais il y a le Beth Amikdash, il y a son inauguration quand il est prêt, quand on l'inaugure, les festivités qui accompagnent cette inauguration. Donc le mois de Cheshvan est le mois le plus propice. Qu'est-ce qui fait que ce mois de Cheshvan soit si propice à l'inauguration du troisième Beth Amikdash? Qu'est-ce qu'il a? Alors forcément, si on le voit aussi propice, c'est qu'il renferme en lui quelque chose dont on peut dès aujourd'hui s'inspirer, s'imprégner pour essayer de réaliser. On va essayer de voir qu'est-ce que le mois de Cheshvan renferme en lui de si particulier qui lui permet d'être le mois, alors qu'il est complètement a priori entre guillemets vide de célébration, de Chagim. Et néanmoins, donc c'est un mois particulier. On va essayer de voir donc ce mois de Cheshvan dans lequel nous entrons, qu'est-ce qu'il nous apporte comme bracha. Quels sont les bagages que l'on peut, dont on peut se charger pendant ce mois. Alors je vous propose de commencer rapidement par une petite Gemara. Il y a une Gemara dans la Sechet Brachot qui va nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui inaugure, quelles sont les forces qui permettent d'accueillir Hachem. L'inauguration, autrement dit, c'est pas une célébration comme on coupe un ruban et c'est tout. L'inauguration, c'est accueillir Hachem. Qu'est-ce qui accueille Hachem véritablement dans le Beth Amikdash et qui rend ce mois si propice à l'inauguration? La Gemara nous raconte une histoire que vous connaissez très certainement d'un des rois les plus tzadikim de l'histoire, un des rois des descendants de David Amelech, qui s'appelle Chizkia, et qui malheureusement, très jeune, tombe malade. Et le Navi Eshaïa, contemporain à Chizkia, vient lui annoncer qu'il doit faire ses dernières recommandations, parce qu'il est sur le point de rendre l'âme. Et Chizkia lui dit, mais pourquoi, alors que Chizkia a terriblement œuvré pour développer l'étude de la Torah, dans le clan d'Israël, un des rois les plus tzadikim, il demande pourquoi si jeune. À l'époque des Nevi'im, on pouvait connaître les raisons de certaines choses. Aujourd'hui, on ne comprend pas tout. À l'époque des Nevi'im, on pouvait comprendre beaucoup de choses. On interrogeait le Navi. Le Navi nous donnait les explications. Et Yeshaya lui dit parce que Lo Asakta Beperia Berivia, la raison pour laquelle donc il est frappé, parce qu'il n'a pas cherché à mettre au monde un enfant. Lo Asakta Beperia Berivia. Chizkia rétorque et lui dit mais tu sais très bien la raison pour laquelle il a choisi de ne pas amener cet enfant, c'est parce qu'il avait vu en Roi HaKodesh que l'enfant qui va naître serait pas un tzaddik, serait un rachat. Effectivement, donc. Et donc il dit, les Shem Shamaim, il s'est privé de mariage avec cet enfant parce qu'il savait que l'enfant serait pas Mekadeh Shem Shamaim, donc il ne va pas faire de la peine à Hachem. Ça paraît quelque chose de bien.
Et Yeshaya lui dit, tu n'as pas cherché à entrer dans les secrets d'Hachem. C'est pas, toi tu dois faire en tant que juif ce qui t'incombe sans aller chercher, est-ce que c'est bien ce que je vais faire, est-ce que ça s'inscrit dans le projet divin ou pas. Tu dois faire en tant que juif ce qui t'incombe de faire sans aller chercher au-delà. Et donc, Chizkia accepte le reproche de Yeshaya. Chizkia accepte le reproche de Yeshaya, qui lui reproche donc, comme on l'a vu, de ne pas avoir cherché à mettre un enfant au monde. Et il lui dit, alors dans ces cas-là, ok, je décide de réparer la situation immédiatement. Je te demande, dit Chizkia à Yeshaya, de me donner ta fille en mariage. Yeshaya avait une fille qui s'appelait Chefziba. Il lui demande donc sa fille en mariage et lui dit peut-être qu'en conjuguant mes mérites et les tiens, l'enfant qui va naître sera un tzaddik. Et là, Yeshaya lui dit, mais je ne comprends pas, je viens t'annoncer que tu es sur le point de rendre l'âme, et c'est un avis qui lui dit, c'est une prophétie. Yeshaya n'est pas là pour, en tant que médecin, diagnostiquer quoi que ce soit, c'est un prophète qui lui annonce que Chizkia, et donc Yeshaya lui dit, je ne comprends pas que tu projettes un mariage alors que je viens de prophétiser que tu es sur le point de rendre l'âme. Chizkia va rétorquer et sa réaction va devenir très célèbre. Il va lui dire car murzakni mibet avi abba, car mekubalni mibet avi abba, afilu cherev chada munachat al tzavaro shel adam al yityaesh min ha'achamim. Et donc Chizkia va dire à Yeshaya, je te demande de sortir. Donc un prophète qui vient prophétiser, il accepte son reproche, mais lorsqu'il essaye de lui faire perdre espoir, il le met dehors. Oui, parce qu'il y a un enseignement qui nous est transmis de père en fils, que même si un glaive tranchant est posé sur le cou d'une personne, il ne doit jamais renoncer. Donc même si tu as une prophétie négative peut être abolie par la tfila. Donc je te demande de sortir. Et le Navi nous dit qu'effectivement, Vayasev Chizkia panav el akir. Suite à cela, il met Yeshaya dehors et il se tourne vers le mur. Littéralement, c'est-à-dire il se tourne vers le mur pour prier, parce que l'endroit le plus adapté à la tfila, c'est le mur, pour ne pas être distrait par quoi que ce soit. Et il prie, Akadosh Baruch Hu l'exauce. Il va, Shamati et tfilatecha, Ra'iti et dimratecha, di Hashem, hineni rofelach. Donc il lui apporte la guérison. Et il va encore vivre de longues années. Et la Gemara s'interroge sur l'expression employée par le texte Vayasev Chizkia panav el akir. Chizkia se tourne vers le mur. Si c'est pour nous dire qu'il a fait une tfila, alors on aurait dit Vaitpalel, l'adjectif le plus utilisé, c'est Vaitpalel. Pourquoi Vayasev Chizkia panav el akir? Chizkia se tourne vers le mur. Pourquoi on dit ça? Et la Gemara nous dit parce que Chizkia a pris pour référence une aliyat kir. De quoi il s'agit? Alors, laissons cette histoire de côté, on revient tout de suite. Il y avait, bien avant Chizkia, une femme qui s'appelait la Shunamite. La Shunamite, célèbre dans le Navi, qui est une femme qui malheureusement n'a pas d'enfant, et qui, dans sa famille, reçoit souvent la visite du Navi Elisha. Elisha, le grand élève de Eliyahu Navi, qui vient souvent dans cette ville de Shunam. Et c'est la famille de la Shunamite qui l'héberge. Et un jour, la Shunamite demande à son mari, propose à son mari de créer une petite pièce à l'étage qu'elle appelle Aliyat Kir Ketana. Est-ce qu'il est d'accord de construire une petite pièce à l'étage à l'effet de Elisha, afin qu'à chaque fois qu'il se rend dans la ville de Shunam, il soit totalement à l'aise, il n'ait pas besoin, il est dans son petit endroit. Le mari accepte, ils vont donc construire cette petite pièce à l'étage qu'ils vont appeler Aliyat Kir Ketana. Dans le texte, important de s'en souvenir, Aliyat Kir, et à chaque fois que Elisha se rend, il est donc hébergé dans cet endroit. Et un jour, Elisha demande à la Shunamite en quoi il pourrait, quel bracha elle voudrait, quel bracha elle souhaiterait. Et la Shunamite dit, Betoch Ami Anochi Yoshevet, elle ne veut pas. Et Gehazi, l'élève de Elisha, son shamash, un temps, après ça s'est pas très bien passé, mais en tout cas, à ce moment-là, il était l'élève Gehazi, et il dit à Elisha, cette femme malheureusement n'a pas encore d'enfant.
Et Elisha lui dit, l'année prochaine, a trouvé Ketben. L'enfant grandit, et puis, vous le savez très certainement, la période des moissons, il va aider son père dans les champs, il se plaint d'un mal de tête. Son père demande à un des jeunes qui l'accompagne dans les moissons d'aller ramener cet enfant chez sa maman, et puis malheureusement, il va mourir dans les bras de sa maman. Voilà. Et la maman ne perd pas, elle le met dans le lit de Elisha. Et elle court chez Elisha, elle lui dit, comme ça, la bracha que tu m'as donnée, c'est une bracha qui va m'apporter tellement de tsar. Et Elisha, je raccourcis, va lui rendre vie à cet enfant. Fin de citation. Et maintenant, revenons à la Gemara. La Gemara nous dit pourquoi est-ce que le texte emploie Vayasev Chizkia Panav Elakir. Le sens premier, c'est qu'il a fait la tfila. Mais la Gemara nous dit qu'en fait, en utilisant cette définition de Vayasev Chizkia Panav Elakir, le texte vient nous insinuer le contenu de la tfila de Chizkia. Quel argument a avancé Chizkia chez Hachem pour que malgré la prophétie de Yeshaya, il soit guéri. Et il dit la chose suivante. Il dit à Hachem, si déjà la Shunamite qui a fait une petite pièce à l'étage, tu as rendu vie à son enfant, alors moi, dit Chizkia, mon aïeul, Shlomo Amelech, n'a pas simplement fait une petite pièce, il a fait un Beit HaMikdash. A fortiori que sa descendance mérite que tu leur rendes vie. Et cet argument fut tellement convaincant que malgré la névoie, parce qu'une névoie, les tova, elle n'est jamais abolie. Tout ce qu'un prophète prophétise de positif, ça ne peut pas être abîmé. Mais ce qui est négatif, même un prophète, la tfila peut l'annuler. Donc là, cet argument de Chizkia fut tellement percutant qu'Akadosh Baruch Hu l'accepte, il va offrir la guérison à Chizkia, et finalement, il va vivre et régner. Il va se marier d'ailleurs, soit dit en passant, avec la fille de Yeshaya, et ils vont amener un enfant au monde, mais ça, c'est une autre histoire. Ceci étant, on va essayer de voir le point commun qu'il y a entre ce que la Shunamite a fait et Shlomo Amelech. On a comme l'impression, en lecture de ce texte, que ce que la Shunamite a fait, qui fut très fort, puisqu'elle a mérité la vie à son enfant, Shlomo Amelech a fait la même chose en puissance 10 000. Et on ne comprend pas a priori le parallèle que Chizkia a fait. La Shunamite, ce qu'elle a fait, c'est un lieu de Achnasat Orchim. Un lieu d'Achnasat Orchim. Le Beit HaMikdash, ça n'est pas un lieu d'Achnasat Orchim. C'est un lieu de résidence pour Hachem. Alors comment le Chizkia peut-il prétendre que ce qu'a fait Shlomo Amelech, c'est identique à ce qu'a fait la Shunamite, mais en plus puissant? Pour qu'il puisse utiliser ce qu'a fait la Shunamite pour son aïeul Shlomo Amelech. A priori, ça n'a rien à voir. Ce qu'a fait la Shunamite, c'est un lieu de Achnasat Orchim. Le Beit HaMikdash n'a rien à voir avec Achnasat Orchim. Forcément, ce que la Shunamite a fait n'est pas simplement un lieu de Achnasat Orchim. Alors, on va voir ce que nous révèle le Chida. Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, Maran Chida, donc ça, il y a 300 ans qu'il vivait en Eretz Israël. Il dit la chose suivante. Et il va zoomer sur l'une des propositions, sur la proposition que la Shunamite fait à son mari pour construire cet étage. Et je cite le texte. Le texte est le suivant. La Shunamite propose à son mari, Naasena aliyat kirtana, ok, donc cette pièce à l'étage, Venassim Hacham, et on va poser là-bas, dans cette pièce, Mita, Shulchan, Kissé et Menorah. On va poser là-bas donc un lit, une table, une chaise et une lampe. A priori, anodin. Mais le Chida s'interroge, à juste titre, il dit quel est l'objet que Elisha, qui va loger dans cette aliyat kir, va utiliser le moins ou le plus. Quel est l'objet qu'il va utiliser le plus? L'objet qu'il va très certainement utiliser le plus, c'est Shulchan Kissé Menorah. C'est ça qui est le Mita. Bon, les grands dorment toujours beaucoup moins que d'autres. Il y a une histoire avec le Rav Eliashiv, la femme du Rav Yitzhak Zilberstein, qui est le grand rabbinim de Bnei Brak, le beau-frère de Rav Chaim Kanievsky, le gendre de Rav Eliashiv. Dans son espède, il demandait, malheureusement il a perdu son épouse trop tôt, et il demande pardon dans son espède. Il a fait un espède mémorable, il lui dit, demande pardon parce qu'il n'a pas permis de revivre quelque chose qu'elle aimait tant, qu'elle souhaitait tant revivre. Il raconte que ce qu'elle lui
disait à la maison qu'elle aimerait revivre. Elle dit l'un des moments le plus délicieux de mon enfance était le suivant. Quel était le moment le plus délicieux de son épouse qu'elle aurait aimé revivre chez elle? Elle lui dit on était dans la maison beaucoup de petites filles et il n'y avait pas suffisamment de lits. Petite maison, beaucoup de petites filles, pas suffisamment de lits. Et donc on allait dormir avec ma sœur, peut-être que, n'est-ce pas, une de ses sœurs c'était la Banit Kanevski. On dormait dans le lit, peut-être que. Bon. Le moment que j'aimais, disait-elle, c'est quand mon père se levait à 2 h du matin. Rabbi Yashiv dormait de 11 h à 2 h du matin, systématiquement, pas plus. Il dit, même quand il faisait très froid à Yerushalayim, c'est pas toujours très bien chauffé, il prenait la couverture, il la jetait au pied du lit, comme ça il était obligé de se lever, il n'y a plus de couverture. Et on le voit dans certaines photos, même lorsqu'il y a des pannes d'électricité parce qu'il y a un orage, il a le texte, une bougie, le texte collé aux yeux pour ne pas perdre son temps. Et elle raconte que, vu que le papa se levait à 2 h du matin, il venait la chercher du lit dans lequel elle était avec sa sœur et il la posait dans son lit. Et il allait dans la salle à manger, dans le salon, et il se mettait à chanter la Gemara. Et elle disait, m'endormir dans le lit de mon père, en l'entendant chanter la Gemara, c'était le moment le plus délicieux de ma journée. Et elle aimait tant revivre, elle aurait aimé tant revivre ce moment. Et il lui demande pardon de ne pas lui avoir donné cette atmosphère dont elle se délectait. Les Gdolim ne vont pas exagérer dans ce sommeil. Et donc le Chida demande à juste titre pourquoi est-ce qu'il, dans sa proposition, la Shunamite propose Mita, le texte la reprend, Shulchan, Kiseh, Menorah. On aurait dû d'abord Shulchan, Kiseh, Menorah et Mita. Dit le Chida qu'en réalité, à travers cet ordre, la Shunamite, le texte, nous indique que ce que souhaitait la Shunamite, c'était faire un petit Mishkan. Mita, Shulchan, Kiseh, Ner, c'est le rachet et vote de Mishkan. Donc elle ne souhaitait pas simplement accueillir, créer un lieu de Achnasat Orchim, elle voulait créer un lieu de résidence pour Hachem. Comment est-ce qu'on crée un lieu de résidence pour Hachem? Hachem souhaite résider dans nos maisons, dans nos demeures, surtout aujourd'hui. Baruch Hashem, nous avons tous des maisons, mais Hachem n'en a pas. Le Beit HaMikdash est détruit. Et les seuls endroits dans lesquels Hachem peut résider, c'est les Beit Midrashot. La Gemara nous dit Miyom shecharav Beit HaMikdash, en lo lakadosh baruch hu be'olamo, el adelet amot shel halacha bilvad. Rien d'autre. Les lieux dans lesquels on étudie, c'est des lieux qui peuvent accueillir Hachem, certes avec moins d'intensité que le Beit HaMikdash, néanmoins qui accueille Hachem. Et donc la Shunamite souhaitait pas simplement créer un lieu d'hospitalité, ce qui est très bien, mais surtout créer un lieu qui, à travers l'étude de la Torah de Elisha, allait créer un lieu dans lequel Hachem va pouvoir venir résider. Or, accueillir Hachem, c'est intensifier la dimension de vie dans le monde. La définition de la vie, c'est pas courir, manger, boire, dormir, danser. C'est pas ça la vie. C'est quoi la vie? Il y a des gens qui font des tours de stade, mais en fait qui sont pas vivants. La vie, c'est être attaché à la source de la vie. La vie est toujours au pluriel. En hébreu, en français, c'est chaim, c'est la vie. C'est du singulier la vie, parce qu'un goy n'a qu'une seule vie. Mais le Yehudi, chaim, olam hazeh, olam haba, chaim. Et lorsqu'on est rattaché, c'est ça la définition de la vie, quelque chose qui ne s'arrête jamais. Et lorsqu'on est rattaché à cette source de vie, alors on mérite cette appellation de chaim. Lorsqu'Hachem, plus Hachem est là, plus on augmente, plus on accueille Hachem, plus on augmente la dimension de vitalité dans le monde. Et lorsqu'on augmente la dimension de vitalité dans le monde, Hachem nous offre Mida Keneged Mida la vie. Plus Hachem est présent, plus on a Atem Advekim Hachem Chaim. C'est quoi la définition de Chaim? C'est Hachem qui est présent. Si Hachem est présent, alors celui qui crée le contexte dans lequel Hachem peut venir résider, il intensifie la dimension de vie dans le monde. Et le fait d'intensifier la dimension de vie dans le monde, ça fait mériter la vie. Et donc, revenons à l'argument de la Shunamite. L'argument de la Shunamite était Chizkia. L'argument de Chizkia était, si déjà, Hachem, tu as rendu la vie à l'enfant de la Shunamite. Pourquoi? Parce que comme elle a créé
dans sa maison un lieu de vie. Mishkan, Mita, Shulchan, Kisener. Un lieu de vie, c'est un lieu dans lequel Hachem réside. Alors tu as rendu la vie à son enfant. Mida Keleged Mida, a fortiori, mon aïeul, Shlomo Amelech, qui a créé un Beth Amikdash. Comment on qualifie le Beth Amikdash? Rachem al Tzion, qui dans les brachot de la Haftara, on l'appelle Rachem al Tzion, qui Bet Chayenu. C'est l'endroit de vie du Ham Israël. Quand le Beth Amikdash est là, on déborde de vitalité. Lorsqu'il n'est plus là, malheureusement, alors il y a une dimension de vitalité qui reste, symbolisée par le côté la Maharavi, qui miraculeusement est encore là, mais il n'y a pas encore. C'est pas encore tout à fait. Le Beth Amikdash, c'est un Makom Chaim, qui dit Bet Chayenu. Donc si déjà la Shulamite qui a créé un petit lieu de Chaim, de Mishkan, tu as donné la vie à son enfant, Nachat Kama Vechama, que mon aïeul Shlomo qui a créé un endroit qui est Bet Chayenu, dans lequel la dimension de vie est sublime, que sa descendance mérite que tu le rendes. Et il a été exaucé. Autrement dit, à chaque fois qu'on créera un lieu dans lequel Hachem peut venir résider, on intensifie la dimension de vie dans le monde, comme c'est ce soir d'ailleurs. On doit, comme toutes celles qui ont la chance d'amener de la Torah dans leur demeure, même pour Yosef, à chaque fois qu'on amène la Torah dans sa demeure, on intensifie la dimension de vie, on permet à Hachem de résider. Tu permets à Hachem de résider, il y a plus de vitalité dans le monde, c'est une vitalité, Mida Keleged Mida, Hachem t'offre. Ça c'est donc l'argument. Ceci étant, on va essayer de voir encore quelques minutes. Finalement, est-ce qu'il suffit seulement de créer un lieu de Torah pour mériter la vie? Un lieu de Torah doit être accompagné. Pour créer un lieu de Torah, il ne suffit pas simplement qu'il y ait une étude de Torah. Il faut quelque chose de supplémentaire, ce que nous allons essayer de découvrir très rapidement. Et là, ça nous permettra de voir pourquoi le mois de Cheshvan est propice à l'inauguration du Beth Amikdash, troisième Beth Amikdash, qui constitue donc l'inauguration par définition, c'est accueillir Hachem. Dans la Haftara de cette semaine, on va commencer par la Haftara de cette semaine, on va voir un petit peu. Dans la Haftara de cette semaine, le Maboul, de façon très paradoxale, est appelé Mei Noach. Dans la paracha de cette semaine, donc, le Maboul est appelé Mei Noach, les eaux de Noach. Et la question que tout le sage est la suivante. Noach n'a aucune part de responsabilité a priori dans le Maboul. Ce n'est pas les eaux de Noach, c'est les eaux de sa génération. Il n'y a rien. Au contraire, lui, chez Ish Tzadik Tamim. Donc on ne peut pas lui reprocher d'avoir provoqué le Maboul. Ce n'est pas Noach qui a provoqué le Maboul, c'est sa génération. Comment ça se fait que le Navi appelle le Maboul Mei Noach? Et Chazal nous disent que oui, Noach avait une part de responsabilité. Pourquoi? Il était Ish Tzadik. Ish Tzadik. Comment Ish Tzadik Tamim, la Torah le qualifie de Ish Tzadik Tamim, comment est-ce qu'il pouvait avoir une part de responsabilité dans le déclenchement du Maboul? Et Chazal nous disent comme ça, qu'en réalité, Noach était certes un Tzadik, mais le Maboul n'est pas une punition. Le Maboul, c'est quelque part comme si Hachem voyait l'humanité sans avenir. Donc il fallait effacer pour reprendre. Et même Noach a une part de responsabilité parce qu'il n'a pas su donner à l'humanité un avenir. Pourquoi? Ish Tzadik Tamim. Un pasouk dans Tehillim qui nous dit Olam Chesed Ibané. Ce qui constitue les bases du monde, c'est le Chesed. Si on est recroquevillé sur nous, on peut être un grand tzaddik, mais on ne peut pas bâtir un monde. Il faut, pour qu'un monde puisse avoir de l'avenir, il faut un homme qui sache avoir le goût de l'investissement, le sens du dévouement. C'est avec le chesed, avec ce dévouement, ce goût du dévouement, qu'on peut véritablement apporter au monde un sens, une orientation. Noach, nous disent nos sages, il dit tzaddik tamim, aval tzaddik le'atzmo. C'est un tzaddik le'atzmo, il vivait recroquevillé sur lui-même. On ne le voit pas à l'image d'Abraham Avinu essayer d'aller parler à sa génération. On ne le voit pas, on le voit juste rester
un petit peu, quand ils sont venus le questionner, il leur a dit voilà ce qui va se passer. On ne le voit pas aller chercher, comme Abraham Avinu, chercher à rectifier. Il est là chez lui, celui qui vient, tant mieux. Mais il ne va pas, on ne le retrouve pas. Le Zohar Kadosh dit que Noach n'avait pas, c'était Tzadik La'atzmo. C'est pas des le Zohar Kadosh dit Tzadik La'atzmo. Il n'a pas prié pour sa génération, voilà ce que dit le Zohar Kadosh. On ne le voit pas prier. Pas prier, on ne le voit pas concerné, on ne le voit pas aller vers ceux qui sont éloignés. Il est recroquevillé sur lui-même. Un tzaddik comme ça, même s'il est tzaddik par rapport à Hachem, mais le monde ne peut pas fonctionner dessus. Il manque le chesed. Et là, la teva n'a pas uniquement pour vocation protéger Noach du Maboul, la teva a pour vocation métamorphoser Noach, c'est-à-dire le transformer en un homme de chesed. Un homme ne fait pas ce qu'il est, mais il est ce qu'il fait. Ça veut dire qu'on a l'impression souvent que quelqu'un qui est généreux agit en généreux. En réalité, celui qui agit devient. L'action façonne l'être. Lorsque je fais quelque chose avec cœur, il faudrait expliquer, c'est un peu plus long, mais je raccourcis là-dessus. Quand on sait faire les choses correctement, c'est l'action qui façonne l'être. Dans la Teva, Hachem va rassembler les conditions nécessaires pour transformer Noach. Il va devoir s'occuper sans arrêt pour devenir cet homme de chesed qui offrira à l'humanité un nouveau souffle, une nouvelle orientation, une nouvelle perspective. Avant cela, Noach n'offrait pas à l'humanité un sens quelconque. Mais avec la Teva, d'ailleurs, le Midrash nous dit, à propos des compartiments qu'Hachem demande à Noach de construire dans la Teva, il lui dit Kinim avec un coup, enfin, Kinim ta'aseh ta Teva. Les compartiments. Alors qu'en général, un compartiment est plutôt Cheder. Kinim, c'est un ken, c'est un nid. Pourquoi il emploie ce terme Kinim ta'aseh ta Teva? Le Midrash nous dit, et je cite, Ma ken metaher et ametzora, afata tevatra metaharatra. C'est-à-dire de la même manière que le Metzora, dans son processus de purification, le Metzora qui a fait ce qu'il a fait, et qui finalement donc était trop recroquevillé sur lui-même, égocentrique, en cherchant à rabaisser les autres pour à travers cela être plus haut. Alors il a besoin d'un ken. Dans ce processus de purification, il doit amener un ken. Donc deux oiseaux en tant que corban. Afata dit à Kadosh Baruch Hu, la Teva a pour vocation de te purifier, de te transformer. Parce qu'à travers son investissement, c'est là véritablement que Noach va devenir cet homme de chesed qui offrira un nouvel élan à l'humanité. C'est pour ça que Noach ensuite va pouvoir, après, dans la Teva, il n'a pas procréé, c'est après, lorsqu'il sort, qu'il est changé, qu'il va pouvoir enfin inculquer à sa descendance le sens du chesed. Mais attention, le chesed de Noach était certes intéressant, donnait un sens nouveau à l'humanité, mais il n'était pas suffisant. Chazal nous dit que En korin le avot ela lishlosha. Il n'y a que 3 personnes dans notre histoire qu'on peut appeler Av, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors qu'on n'est pas biologiquement plus descendant d'Abraham que de Noach, n'est-ce pas? Est-ce qu'il reste une trace aujourd'hui de Caïn? Aucune. Est-ce qu'il reste? Non, avec non plus. Nous, on vient de Chet. Noach, Shem. Donc finalement, c'est aussi Noavot. La Gemara lui dit, tu n'as pas le droit de dire que c'est l'Avot. En korin avot el lishlosha. On ne dira jamais Noach Avinu. On dira Avraham Avinu. Et pourquoi? Noach aussi, c'est Av. Le Av, ce n'est pas simplement un ascendant biologique. Le Av, c'est bien plus. Alors, pourquoi Avraham? Explication. Noach a certes fait du chesed. Néanmoins, le chesed de Noach n'était pas le chesed qui allait constituer les fondations du Ham Israël. Pourquoi? Il y a 2 types de chesed. Pour l'introduction, le Navi dit Ma Hashem doresh mimcha. Qu'est-ce qu'Hashem attend de toi? Guide lecha adam matov ou Ma Hashem doresh mimcha. Kim asot mishpat. Ce qu'Hashem attend, c'est 3 choses. Asot mishpat, droit.
Ahavat chesed, aimer le chesed. Aimer le chesed. Ve'atznei alechet im Elokecha, faire preuve de discrétion. Asot mishpat ve'ahavat chesed. Donc ça, nous faut remarquer qu'il n'y a pas marqué Asot mishpat va chesed. Fais le mishpat et le chesed. Non. Asot mishpat ve'ahavat chesed. C'est-à-dire qu'il y a deux formes de chesed. Il y a un chesed qui provient d'une réaction. C'est-à-dire qu'il y a autour de moi des gens qui me sollicitent, ça me touche, je réagis. J'ai mal, je réagis. Noir dans la teva, réagissez, donc une fois qu'il a tardé, il a reçu. Donc, il en a souffert. Donc, Noir était là dans un contexte exigeant qui le sollicitait. Donc, faire du chesed dans un contexte exigeant, c'est bien. Mais ce n'est pas le chesed tant attendu qui va pouvoir constituer les bases de la nation idéale, qui va être la raison de la création de l'Am Israël. C'est du chesed. Avraham Avinu, c'est pas du chesed, c'est Ahavat chesed. Avraham Avinu, c'est Ahavat chesed. On voit dans Avraham Avinu. Avraham Avinu, le troisième jour, au Brit Mila, Kadosh Baruch Hu sort le soleil de son écrin. Parce qu'il veut ménager Avraham Avinu. Il ne veut pas qu'Avraham Avinu, il adore inviter, il ne veut pas. Il protège son chouchou, il est sans arrêt. Comme ça, il n'y a personne dans les rues. S'il n'y a personne dans les rues, reste tranquille, rentre chez toi, repose-toi. Avraham Avinu n'est pas bien. Pourtant, il n'y a aucune personne qui le sollicite. Il n'y a pas d'exigence. Mais Avraham Avinu, il n'est pas bien. Parce que c'est un homme bon. Il aime le chesed. Il a le goût du chesed. Et tant qu'il n'offre pas, ça lui manque. C'est pas simplement un homme qui fait du chesed, c'est un homme qui aime le chesed. Ahavat chesed. Quand on aime, on cherche à retrouver ce qu'on aime. Quand on fait du chesed par obligation, c'est pas parce qu'on aime, parce qu'on est obligé. Quelque part, peut-être même qu'on s'aime. On veut se protéger, on ne veut pas avoir mal, on ne veut pas avoir de la peine. Mais lorsqu'on cherche à faire du chesed, c'est qu'on aime le chesed. Ce qu'on aime, on le recherche. Abraham Avinu aime le chesed, c'est Ahavat chesed. Parce qu'il aime le chesed, alors son investissement est tellement beau qu'il va pouvoir constituer les bases du Ham Israël. Abraham Avinu nous a injecté des gènes de Ahavat chesed. C'est pour ça que c'est notre Av. Parce que nous sommes ce que nos ancêtres nous ont légué. Ne méritera l'appellation de Av que celui qui a injecté en nous des gènes que l'on porte. Donc finalement, ça veut dire que chaque juif a quelque part au fond de lui, ou pas, peut-être de façon plus évidente, mais en tout cas il a ces gènes qui lui permettent de développer cette saveur dans le chesed, dans le dévouement, dans l'investissement. Et c'est ça véritablement qui constitue les bases de tout édifice. La Shunamite, pour revenir à ce qu'elle a eu d'idéal, c'est que Elisha, il était tranquille. Il venait, il avait son... Mais elle avait cette ahavat chesed. C'est-à-dire qu'elle cherchait à faire mieux, à lui donner encore plus d'aide, encore plus pour la Torah. Cette saveur, cette volonté dans l'investissement, c'est ça qui constitue le réceptacle dans lequel Hachem va venir résider. Je dis très rapidement. Lorsque Hachem sollicite le Ham Israël pour les matériaux du Mishkan, qu'est-ce qu'il leur demande? Zahav, Chesef, Mchoshet, Tchelet, Vargaman, les matériaux les plus chers. Moi, si j'avais été je me dis, la maison d'Hachem, c'est dans la simplicité. Simplicité. Du bois, il faut de l'or. Pourquoi l'or? Hachem, il aime l'or, ça lui plaît. Il y a des gens qui aiment l'or. Pourquoi Hachem, il aime l'or? Zahav, Chesef. Évidemment, c'est pas pour Hachem qu'il faut donner l'or. Parce que en donnant l'or, on donne ce qu'on a de plus cher. Et quelque part, on exprime par cela que cette présence d'Hachem est encore plus chère pour nous que l'or que nous possédons. Ce qui constitue le réceptacle dans lequel Hachem va venir résider, c'est les cœurs du Ham Israël. Nous disent nos sages que Hachem ne viendra résider que si on souhaite faire un Beth Amikdash pour lui. Pas pour nous seulement. Parce que c'est sûr que là où il y a un Beth Amikdash, mais pour lui. Parce que lui souhaite être près de nous. Il y a marqué Apirion Asalo Hamelech Shelomo. Dans Shir HaShirim,
Tochor Atzuf Ahava Mibnot Yerushalayim. Ça veut dire que c'est cet investissement, ce dévouement du Ham Israël qui donne ce qu'il a de plus cher. À travers, Hachem ne va pas résider dans l'or, mais dans le cœur qui accompagne cet or. Ça, c'est le récipient dans lequel Hachem réside. Cette Ahavat Chesed, c'est la Shulamit aussi. Il n'a pas simplement créé par obligation, personne ne lui a exigé quoi que ce soit. Elisha était bien, mais il était sans cette aliyat qui est, mais il était mieux avec cette aliyat. Elle cherchait à améliorer l'étude de la Torah, elle cherchait à créer un lieu dans lequel Hachem va pouvoir venir résider. Ça, c'est donc pas simplement l'étude de la Torah, mais une étude dans laquelle, qui est accompagnée de cette saveur qu'on a dans cet investissement pour la réaliser. Ça, c'est ça donc ce qui a permis à Hachem de venir résider dans le premier Beth Amikdash. Et c'est exactement l'argument de Chizkia, cette Ahavat Chesed. Abraham Avinu, à travers le Ahavat Chesed, a créé les bases du Ham Israël, la plus belle réussite de l'histoire. Et tout au long de l'histoire, à chaque fois qu'on va vouloir constituer des bases, alors c'est avec le Ahavat Chesed. Le Mishkan, Zahav Chesed von Choshet. Shlomo HaMelech, Tochor Atzuf Ahava. À chaque fois, la Shulamit donc a fait quelque chose de semblable et c'est pour ça qu'il l'utilise en tant que. Je termine. C'est ça donc l'idée du mois de Cheshvan. Le mois du mois de Cheshvan, l'inauguration du troisième Beth Amikdash. Parce qu'on côtoie ces parachiotes qui, Noach, Lech Lecha, Vaïra, tout cela ce sont des parachiotes qui indiquent le chesed d'Abraham Avinu, le chesed de Noach qui fut un prémisse, mais qui finalement a permis cet aboutissement d'Abraham Avinu de Ahavat Chesed. Cette Ahavat Chesed, ça veut dire que pendant ce mois-là, en lisant les parachiotes, nos sages nous disent qu'on ne lit pas des parachiotes par hasard. Chaque fois qu'on lit une paracha, c'est que les valeurs de cette paracha sont accessibles. Elles sont plus accessibles qu'à d'autres moments. Et si on lit la paracha de Noach, à qui on reproche le Maboul, parce qu'il aurait dû aller plus à la rencontre. Alors il a changé dans la Teva, mais ce n'était pas encore un Hav. Parce qu'on ne peut pas poser les bases d'une nation aussi prestigieuse sans Ahavat Chesed. Il y avait du Chesed, mais il manquait le Ahavat Chesed. Et là on va côtoyer Ahavat Chesed d'Avraham Avinu. On va côtoyer donc d'autres, ça on le verra une autre fois, mais en tout cas cet Ahavat Chesed, c'est ça qui constitue les bases. Et c'est de cette façon qu'on peut s'approprier, pas simplement un investissement. C'est pas simplement un investissement. Un investissement fait de tout cœur. Lorsque on le fait de tout cœur, c'est un effort. Évidemment, il faut qu'il y ait un investissement. S'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas. Mais il y a un investissement forcé et un investissement avec le cœur. Ça change tout. Ça change tout. Si on donne le sentiment à quelqu'un qu'on fait un investissement, c'est très, très légitime. Si on lui donne le sentiment qu'on le fait, non, c'est noir ça. Nous, on veut Abraham. On veut du Ahavat Chesed, parce qu'on veut constituer le réceptacle comme la Shulamite, dans lequel Hachem vient résider, il nous offre la vie. Et finalement, le Kodesh HaKodashim, dans lequel résidait Hachem, qu'est-ce qu'il y avait dans le Kodesh HaKodashim? Il y avait les Kouvim qui s'enlaçaient. C'est comme ça que leur position idéale était. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'il y a de la simcha, lorsqu'il y a une atmosphère positive, pas un investissement forcé, un investissement gai, un investissement agréable, un investissement où malgré l'investissement, c'est légitime, on a besoin d'être apprécié, on a pris de l'investissement, c'est pas shoot. Aval, l'investissement doit être fait de telle façon à ce que on le fait avec goût, avec joie, avec saveur, de telle façon à ce que d'abord il y ait une atmosphère joyeuse, c'est ça la base des bases, il y a une atmosphère joyeuse. C'est difficile, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup. La table de Shabbat, l'enfant ou le petit-enfant, lui verse, lui, tu m'as pris ma place, je t'ai pris ta place, il lui verse le coca, il lui verse le vin, il lui tire les cheveux, il se bagarre, il crie. Aval al-kol panim, ça c'est. Avec tout ça, ça doit être accompagné, il faut avoir le savoir-faire pour, malgré tout, accompagner tout cela d'une atmosphère agréable. Donc l'investissement doit être savoureux. Et ça, on le tient. Personne ne peut dire, moi, je sais pas, je suis désolé, je sais pas. Je sais pas ce que ça veut dire. Si on est des enfants d'Abraham Avinu, on l'est. Ça veut dire que dans ces parachutes, on nous révèle
le code génétique qui nous constitue. C'est quoi? C'est d'abord Ahavat Chesed. On a les capacités. Alors il y a des fois des caractères qui sont plus en évidence, d'autres qui sont moins en évidence, mais néanmoins ils existent. Et ça, ce corps de Ahavat Chesed, c'est ça qui a accueilli le Mishkan, c'est ça qui a accueilli le Bet HaMikdash, c'est ça qui permettra Bezrat Hashem, donc accueillir la bracha chez la Shunamit. Et c'est ça, Bezrat Hashem, qui nous permettra d'accueillir pendant ce mois de Cheshvan, on l'espère, l'inauguration du 3e Bet HaMikdash. Mais quoi qu'il en soit, notre maison aussi c'est un petit Bet HaMikdash. On peut lui donner encore des bases plus solides, le solidifier pendant cette période du mois de Cheshvan. Voilà, Chodesh Tov, on pourra.